Ce n'est pas votre médicament, murmura la fille de la femme de chambre, révélant la trahison d'une famille milliardaire et un complot d'héritage silencieux de 75 millions d'euros. Le moment où tout commença ne fut pas bruyant, il fut chirurgical. Dans une chambre qui sentait à la fois la richesse et le souffle mourant. Guillaume Thorne, magnate français de l'industrie, s'éteignait peu à peu, les yeux mi-clos, roi déchu d'un royaume d'or. Personne ne vit la vérité, ni les médecins, ni les domestiques. Sauf Anne, la fille de 10 ans, de la femme de chambre, qui avait vu les mauvaises fioles changer de main, et comprit trop tard qu'elle venait d'assister à une tentative de meurtre. La peur lui disait de se taire, mais sa conscience lui disait de parler. « Ce n'est pas votre médicament », souffla-t-elle, une voix trop petite pour compter dans une maison où la vérité coûtait cher. Ce n'est pas seulement une histoire d'héritage et de trahison. C'est l'histoire d'une enfant qui vit ce que personne n'osait voir et qui changea tout. Anne, 10 ans, vit la vérité, mais la famille ne vit que la fille de la bonne. Elle observa le vieil homme lutter pour respirer dans son hôtel particulier de 75 millions d'euros. Elle savait que c'était à cause de son fils qu'il mourait, et elle seule savait pourquoi. Nous commençons non par l'argent, mais par le silence. Le manoir des Thorne était une cathédrale de silence. La lumière du matin traversait les hautes fenêtres, mais restait froide. Elle glissait sur les tapis d'Orient et les meubles d'époque, sans offrir la moindre chaleur. Dans cette maison, Émilie, la mère d'Anne, travaillait comme un fantôme. Femme de chambre discrète, elle vivait aux marges de la vie des autres. Ses mains étaient rêches, à force d'eau de javel, ses genoux douloureux d'avoir frotté le marbre. Elle astiquait des couverts qu'elle ne pourrait jamais utiliser et changeait des draps dans lesquels elle ne dormirait jamais. Elle était payée pour être invisible, et elle excellait dans ce rôle. Cet été-là, les centres aérés étaient pleins et une nourrice coûtait trop cher. Anne dut donc accompagner sa mère. Petite fille aux cheveux blonds clairs, elle ressemblait à un pissenlit égaré dans un jardin trop parfait. Comme sa mère, elle connaissait la première règle du monde des domestiques, sois invisible. Anne passait ses journées sur un petit tabouret dans les longs couloirs vides. Elle avait un carnet à dessin et un crayon unique. Elle dessinait les motifs du papier peint ou les ombres au sol. Elle restait immobile, des heures aussi silencieuses que les statues de porcelaine alignées contre les murs. Parfois, Émilie passait poussant son lourd chariot de linge. Elle lui offrait un sourire fatigué, et Anne répondait d'un sourire identique. C'était leur langage secret. « Je vais bien. Et toi ?» Le cœur du manoir et de son silence était la chambre du maître. C'est là que M. Guillaume Thorne se mourait. Patriarche d'une dynastie bâtie à partir de rien, homme de volonté et de décision de fer, il n'était plus qu'une silhouette fragile, perdue dans une mer d'oreillers blancs et de couvertures luxueuses. Il possédait tout, sauf le temps. Guillaume Thorne avait 2 enfants. Le premier Étienne Thorne, la quarantaine, portait des costumes qui valaient plus cher que la voiture d'Émilie. Il avait les yeux perçants de son père, mais aucune de sa chaleur. Il gérait l'entreprise familiale, marchant sans cesse dans les couloirs, téléphone à la main, voix basse et tendue. Anne l'observait, il ne souriait jamais. Quand il regardait son père malade, elle ne voyait pas de la tristesse, elle voyait de l'impatience. La seconde, Claire Thorne était plus douce. Elle venait lire à son père pâle les traits tirés. Parfois, elle s'arrêtait devant Anne. « Que dessines-tu aujourd'hui, ma petite ?»« Le mur, madame, » répondait Anne tout bas. Claire soupirait, caressait ses cheveux clairs et reprenait sa route, les épaules lourdes. Anne les observait tous. Elle était une enfant tranquille, mais une observatrice. C'était un don qu'elle tenait de son grand-oncle François, ancien soldat de la guerre d'Algérie, qui vivait au-dessus d'une quincaillerie. Peu bavard, mais lorsqu'il parlait, Anne écoutait. Un hiver, il l'avait emmenée au parc.
Les gens regardent toujours Anne, mais ils ne voient jamais, lui dit-il d'une voix râpeuse. Ils fixent la bouche d'un homme, mais il faut regarder ses mains. Les mains racontent la vraie histoire. Il lui montra un vieil homme sur un banc. Regarde. Il sourit mais voit ses doigts, il déchire son journal. Ce n'est pas la joie, c'est la colère. Depuis ce jour, Anne observa les mains du monde. Celle de sa mère se tordait dans son tablier quand la gouvernante était injuste. Celle du facteur tremblait quand son sac était trop lourd. Et dans cette maison, elle observa les mains d'Étienne Thorne, ses doigts crispés sur son téléphone, ses tapotements nerveux sur les tables en acajou, sa manie de redresser sa cravate avant de quitter la chambre de son père. Ses mains n'étaient jamais calmes, celles d'un homme qui attendait quelque chose. Un mardi après-midi, la tension monta dans le manoir. L'air semblait épais. Anne entendit Étienne et Claire se disputer dans la bibliothèque privée. « Ce Nouveau Testament est une honte », lança Étienne d'une voix tranchante. « Père n'est plus tout à fait lucide », répondit Claire lasse. « Il donne la moitié de sa fortune à des œuvres. Et l'autre moitié à toi, toute l'entreprise. »« Ce n'est pas rien. Ce n'est pas assez, » siffla Étienne. « Cet argent doit rester dans la famille avec moi. C'est moi qui ai maintenu cet empire pendant qu'il s'affaiblissait. »« C'est notre père, Étienne, » dit Claire, la voix tremblante. « C'est un vieil imbécile, » coupa-t-il froidement. La porte claqua. Étienne sortit furieux, sans même remarquer la petite silhouette immobile sur le tabouret du couloir. La voix d'Étienne était tranchante. Il n'a plus toute sa tête. Il lègue la moitié à des œuvres de charité. Il lègue ma moitié à la charité Étienne, répondit Claire d'un ton las. Il te donne toute l'entreprise, c'est ce qu'il a toujours voulu. Ce n'est pas suffisant, siffla Étienne. Cet argent doit rester dans la famille avec moi. C'est moi qui ai maintenu cet empire à flot pendant qu'il vieillissait et s'attendrissait. C'est notre père, dit Claire, la voix brisée. C'est un idiot, répliqua Étienne avec froideur. La porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement et il sortit en trombe sans même remarquer Anne assise sur son tabouret dans le couloir. Plus tard dans la journée, Émilie se trouvait dans la grande cuisine, tout en bas du manoir. Anne, seule à l'étage, était près de la chambre principale. La maison était d'un calme oppressant. Elle dessinait les lourds rideaux près de la fenêtre lorsque son crayon glissa de ses genoux, rebondit sur le tapis épais et roula sous une grande armoire sombre appuyée contre le mur. Elle se mit à quatre pattes, rampa dans l'espace poussiéreux pour le récupérer. Alors qu'elle allait ressortir, elle entendit la lourde porte de la chambre du maître s'ouvrir. Elle se figea. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'être si près. Des pas. C'était Étienne Thorne. Anne resta immobile dans l'ombre. De sa cachette, elle distinguait le bord du grand lit. Étienne s'approcha de la table de chevet. Un plateau avec plusieurs flacons y était posé, préparé chaque jour par l'infirmière. Il regarda le plateau, puis la porte close. Il était seul, du moins il le croyait. Anne retint son souffle. Les mains d'Étienne bougèrent. Il prit une petite bouteille brune, le médicament pour le cœur. Anne l'avait vu donner chaque jour à M. Thorne à 16 heures. Étienne glissa discrètement la bouteille brune dans la poche de sa veste. Puis, de l'autre poche, il sortit une autre bouteille bleue, cette fois presque identique. Il la posa sur le plateau, prit un verre et une carafe d'eau, fit tomber 2 comprimés bleus dans sa paume et s'approcha du lit. « Père, » dit-il soudain d'une voix douce, « Père, réveille-toi, c'est l'heure de ton médicament. » Monsieur Thorne gémit, ouvrit lentement les yeux. « Étienne, je suis si fatigué. »« Je sais, père. Cela va te redonner des forces, » répondit-il. Anne le vit soulever la tête de son père, placer les pilules dans sa bouche, lui tendre le verre d'eau.
Le vieil homme avala tout ça, puis se laissa retomber dans les oreillers. « Tu es un bon fils, Étienne, » murmura-t-il avant de refermer les yeux. Étienne resta un moment immobile, le visage impassible. Il reposa le verre, laissa la bouteille bleue sur la table de chevet, puis quitta la pièce en refermant doucement la porte. Le cœur d'Anne battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Les mots de son grand-oncle François lui revinrent. « Regarde leurs mains. Ce sont elles qui racontent la vraie histoire. » Elle attendit 1 minute puis 2. Enfin, elle sortit de sa cachette en tremblant. Elle s'approcha du lit. Monsieur Thorne respirait encore, mais faiblement. Son teint était livide. Elle savait qu'elle devait s'en aller retourner à son tabouret, redevenir invisible. Pourtant, elle resta là regardant ce vieil homme fragile, si semblable à son grand-oncle lorsqu'il dormait. Elle fit un pas puis un autre jusqu'à la table de chevet. Ses yeux se posèrent sur la bouteille bleue. Le vieil homme s'enfonçait dans un sommeil lourd artificiel. Anne se pencha ses cheveux blonds, effleurant l'oreiller de soie. Elle murmura presque sans voix. « Ce n'est pas votre médicament. » Monsieur Thorne ne bougea pas. Sa respiration n'était plus qu'un souffle ténu. Une peur glaciale traversa Anne. Elle n'aurait pas dû être là. Elle n'aurait pas dû voir cela. Elle recula, fixant toujours la petite bouteille bleue sur la table. Elle lui paraissait désormais comme un fragment de poison. Alors elle tourna les talons et s'enfuit ses pas étouffés par le tapis de laine. Elle dévala l'escalier principal, la main glissant sur la rampe vernie, et ne s'arrêta qu'en atteignant la cuisine du sous-sol. Là, tout était différent. Il faisait chaud, l'air sentait l'eau de Javel et la soupe qu'Émilie faisait mijoter pour le personnel. Émilie lavait une marmite dans l'évier d'acier. « Maman !» dit Anne d'une voix haletante. Émilie se retourna, essuyant ses mains sur son tablier. Son visage fatigué s'adoucit à la vue de sa fille. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je crois que Monsieur Étienne fait du mal à son père. » Le petit sourire d'Émilie s'effaça. Elle s'essuya complètement les mains et s'agenouilla pour être à la hauteur du regard d'Anne. « Qu'est-ce que tu veux dire, Anne? » « Ne dis pas de choses pareilles. C'est une chose horrible à dire. »« Je l'ai vu, » insista Anne, les mots précipités entrecoupés. « J'étais cachée derrière l'armoire. Il est entré. Il avait une autre bouteille, une bleue. Il a mis la brune dans sa poche et a donné la bleue à Monsieur Thorne. »« Il a changé le médicament, » dit Anne d'une voix tremblante. Émilie l'écouta, le visage indéchiffrable, un mélange de peur et d'incrédulité. « Anne, es-tu certaine? »« Oui, maman. L'infirmière donne toujours la bouteille brune. Lui, il a utilisé une bleue. Et Monsieur Thorne, il a l'air plus malade. » Émilie se redressa et regarda autour d'elle. Même si elles étaient seules dans la cuisine, elle vérifia les coins, comme si d'autres oreilles pouvaient les surprendre. « Anne, tu dois te tromper, » dit-elle enfin d'une voix basse. « Monsieur Étienne est son fils. Il aime son père. » « Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui l'aimait, » répondit Anne. « Il avait le visage vide et je l'ai entendu se disputer avec mademoiselle Claire. Il était en colère à propos de l'argent. » La main d'Émilie jaillit et saisit l'épaule de sa fille. Ce n'était pas brutal, mais ferme. « Tu ne prononceras plus jamais ce mot, » chuchota-t-elle. « Tu ne parleras pas d'argent ni des médicaments. Tu n'étais pas là. Tu n'as rien vu. Tu comprends? »« Mais maman, il est malade. »« Je comprends, » coupa Émilie la voix dure. « Ce que je comprends, c'est que mon travail paie notre appartement, ta nourriture, tes chaussures. Et je garde ce travail en ne voyant rien. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anne. C'était la mauvaise réponse, celle qu'elle n'attendait pas. « Tu es une enfant, » reprit Émilie plus doucement. Elle la serra dans ses bras. Le tablier sentait le savon. «
Tu ne comprends pas ces choses-là. Ce sont des affaires d'adultes. Tu as sans doute vu un comprimé en plus ou un autre médicament. Le docteur les change tout le temps. Tu n'es pas médecin, Anne, moi non plus. Elle la tint à bout de bras. Promets-moi que tu n'en parleras à personne, ni à moi, ni à mademoiselle Claire, ni à quiconque. Tu vas remonter t'asseoir sur ton tabouret et dessiner. C'est tout. Oui, maman, murmura Anne. Mais en s'éloignant, un nœud froid se forma dans son ventre. Sa mère avait tort. Elle n'était pas aveugle, juste effrayée. Anne retourna à l'étage, s'assit sur son tabouret et prit son crayon. Elle essaya de reproduire le motif du tapis, mais tout ce qu'elle dessinait, c'était une petite bouteille bleue. Pendant les 2 jours suivants, la maison changea. Le silence devint plus lourd. Monsieur Thorne n'était plus seulement malade, il s'éteignait. Le médecin de famille, Dr Millet, allait et venait. Petit homme à la moustache soignée, toujours pressé. Anne l'observa sortir de la chambre du maître suivi d'Étienne. « C'est simplement la progression de la maladie », dit le docteur en refermant sa mallette. « À son âge, cela peut être très rapide. Nous faisons tout pour le garder confortable. »« Je comprends, docteur, » répondit Étienne, le visage parfaitement composé, empreint d'un faux souci. « Merci d'être venu si vite. » Claire se tenait près de la porte, tordant un mouchoir entre ses doigts. Mais il allait mieux la semaine dernière. Il parlait encore. « Oh, Claire, s'il te plaît, » coupa Étienne, posant une main sur son bras. Le docteur a expliqué. Nous savions que cela arriverait. « C'est juste, si soudain, » murmura-t-elle, les yeux rougis. Le docteur hocha la tête. « C'est souvent ainsi. J'ai ajusté la dose de calmant, cela l'aidera à se reposer. » Depuis son tabouret, Anne observait tout le médecin Étienne leur regard. Son grand-oncle François lui avait aussi dit autre chose. Quand un homme ment, il en fait trop. Il donne trop de détails ou évite ton regard. Mais le vrai menteur, le bon, te regarde droit dans les yeux. Il croit à son propre mensonge. C'est celui-là qu'il faut craindre. Étienne regardait droit sa sœur, droit le docteur, droit l'infirmière. Il était un bon menteur. Anne comprit qu'elle était la seule à voir la vérité. Sa mère avait choisi d'être aveugle. Le médecin ne voulait pas regarder. Et Claire était trop submergée par le chagrin. Il ne restait qu'Anne, une fillette de 10 ans, avec un crayon. Et en elle naquit un nouveau sentiment, ce n'était plus seulement la peur, mais une colère froide et dure, qu'elle n'avait jamais connue. Il laissait faire cela. Ce soir-là, l'infirmière, une femme bienveillante, nommée Madame Boyer, changeait les draps de Monsieur Thorne. Anne la vit sortir de la chambre en poussant un chariot. Sur le chariot, un petit sac plastique transparent contenait des gobelets vides, des mouchoirs et d'autres déchets. Parmi eux, une petite bouteille bleue vide. Madame Boyer poussa le chariot vers l'ascenseur de service, puis fut appelée par la gouvernante. Elle laissa le chariot dans le couloir. Le cœur d'Anne battait à tout rompre. C'était sa chance. Elle regarda au bout du couloir personne. La gouvernante parlait à Madame Boyer près des escaliers. Anne glissa de son tabouret, avança vite les mains tremblantes. Elle plongea la main dans le sac et saisit la petite bouteille bleue. Elle était légère. Elle la glissa au fond de la poche de sa robe. « Anne, que fais-tu » dit une voix derrière elle. Anne sursauta. C'était Claire. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Anne resta pétrifiée. Elle sentit le contour de la bouteille contre sa cuisse. « Je regardais juste le chariot, madame, » balbutia-t-elle. Claire la fixa intriguée. « Tu ne devrais pas toucher aux produits médicaux, ma chérie. Ce n'est pas prudent. »« Je suis désolée, madame, » murmura Anne. Elle recula jusqu'à son tabouret. Claire soupira, non pas fâchée, mais épuisée. Elle porta la main à son front. « Ce n'est rien. Reste simplement à ta place, d'accord?
C'est mieux ainsi. Claire s'éloigna vers sa chambre, laissant Anne seule dans le couloir. Ses jambes tremblaient comme de l'eau. Elle resta immobile 1 heure entière, serrant la bouteille bleue dans sa poche. Elle l'avait fait. Elle avait la preuve. Mais soudain, une pensée terrible la frappa. Qu'avait-elle vraiment? Ce n'était qu'une bouteille vide. Qu'est-ce que cela prouvait? Étienne dirait simplement que le médecin l'avait prescrite. Il dirait que c'était un nouveau traitement. Il dirait qu'Anne l'avait volée. Il dirait qu'elle était une voleuse. Et sa mère, elle serait renvoyée. On les mettrait à la porte. Elle n'aurait plus de maison. Anne sentit sous ses doigts le plastique froid et dur. Ce n'était pas une preuve, c'était un piège. Un désespoir lourd s'abattit sur elle. Elle n'était qu'une petite fille. Comment pouvait-elle arrêter un homme comme Étienne Thorne? Elle resta là tenant la bouteille alors que le soleil se couchait et que la maison plongeait dans l'obscurité. Le silence du manoir n'était plus paisible, c'était celui d'un tombeau. Ce soir-là, Anne était assise au fond du bus de la ville. La bouteille bleue vide pesait dans sa poche comme un aveu coupable. Sa mère et elle étaient côte à côte, mais un monde les séparait. Le grondement du moteur remplissait le silence. La journée de travail d'Émilie était terminée. Elle avait retrouvé Anne, non pas sur son tabouret, mais debout près de la fenêtre, fixant les longues ombres sur la pelouse. « Anne, il est temps de partir », avait dit sa mère d'une voix tendue. Anne avait simplement hoché la tête. En descendant le long chemin de gravier menant au grand portail, Émilie s'arrêta brusquement. Elle tira sa fille derrière une haute haie sombre, à l'abri des regards. « Qu'as-tu dans la poche ?» demanda-t-elle d'une voix sifflante. Anne baissa les yeux. « Montre-moi. » Lentement, elle sortit la petite bouteille bleue. Le visage d'Émilie devint livide. Ce n'était pas une peur ordinaire, mais celle d'une ruine irrémédiable. « Tu as volé ça » murmura-t-elle. Elle arracha la bouteille des mains de sa fille. « Anne, tu sais ce que c'est. C'est la prison pour toi. Et pour moi. Ils diront que nous sommes des voleuses, que nous avons voulu leur faire du mal. Ils me renverront. Mais, maman, je m'en fiche. »« Non » coupa Émilie la voix vibrante de colère et de panique. « Je t'ai déjà dit que ce monde n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre combat. Ces gens sont des requins et nous ne sommes que de petits poissons dans leur bassin. Ils nous dévoreront sans même s'en rendre compte. »« Ils le tuent » cria Anne enfin. « Et nous nous finirons à la rue » répliqua Émilie. « C'est ce que tu veux? Que je sois renvoyée, qu'on n'ait plus de toi. Aucune maison n'engagera une domestique accusée de vol de mensonge sur ses employeurs. » Elle se pencha saisissant les bras de sa fille. « Ce n'est pas un jeu. C'est notre vie. Tu dois oublier, tout oublier. » Son visage se tordit de chagrin. « S'il te plaît, Anne, je t'en supplie, je ne peux pas perdre ce travail. Je ne peux pas te perdre. » Anne la regarda. Ce n'était pas une femme faible qu'elle voyait, mais une femme piégée qui se battait depuis trop longtemps et ne savait plus faire que survivre. Elle hocha lentement la tête. La colère en elle se transforma en une pierre froide de tristesse. « D'accord, maman. » Les épaules d'Émilie s'affaissèrent de soulagement. Elle enveloppa la bouteille bleue dans une serviette de son sac repas et la glissa profondément dans son sac à main. « Je la jetterai dans une benne en ville, loin d'ici, et nous n'en parlerons plus jamais. » Le bus poursuivit son trajet dans un silence lourd. Anne regardait les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Sa preuve avait disparu. Sa mère ne l'aiderait pas. Monsieur Thorne allait mourir et Étienne allait gagner. Une vague de désespoir total la submergea. Elle n'était qu'une enfant. Elle ne pouvait pas arrêter cela. Puis elle pensa à son grand-oncle François. Elle se souvint de lui après sa chute, le bras en écharpe dans son petit appartement.
Le docteur a dit, François, tu ne peux pas te battre avec un seul bras, lui avait-il raconté en riant. Et moi, je lui ai répondu, mon garçon, quand tu es dépassé, tu ne livres pas leur bataille, tu changes de champ de bataille. Assise dans le bus, Anne se redressa. Sa mère avait raison, elle ne pouvait pas combattre Étienne sur son terrain. La bouteille, c'était son arme à lui. Il en avait d'autres. Il avait le docteur. Il avait tout l'argent. Elle devait changer le champ de bataille. Que signifiait cela? Elle ne pouvait pas prouver ce qu'il faisait. Mais si elle n'avait pas besoin de le prouver, et si elle devait simplement l'empêcher, l'idée la frappa comme un éclair. La bouteille bleue était le poison. La brune, le vrai médicament. Étienne avait pris la bouteille brune. Il devait l'avoir gardée. Il ne la jetterait pas. Il lui faudrait la remettre en place, après la mort de son père, pour dissimuler son crime. Anne tenait un plan. Elle n'allait pas prouver quoi que ce soit. Elle allait retrouver le vrai médicament. Le lendemain matin, l'atmosphère du manoir Thorne n'était pas seulement silencieuse. Elle était lourde, oppressante. Un homme en soutane noire, un prêtre, quittait la maison alors qu'Anne et sa mère arrivaient. L'estomac d'Anne se noua. En entrant dans le grand hall, elles virent Claire au pied de l'escalier. Elle ne paraissait plus seulement fatiguée, elle pleurait, à chaudes larmes. À ses côtés, Étienne l'entourait, d'un bras feignant la compassion. « Il ne réagit plus, Étienne, » sanglota-t-elle. Claire sanglotait, « Il dort simplement. Le docteur Millet est venu. Il a dit que ce n'était plus qu'une question d'heure. » « Nous devons être forts pour lui, Claire, » répondit Étienne, la voix parfaitement dosée, triste, ferme, pleine d'un faux soutien. C'est ce qu'il aurait voulu. Allons à la bibliothèque, nous devons faire les arrangements. Tu as raison, je n'arrive pas à y croire, souffla-t-elle en essuyant ses larmes. Ils passèrent devant Anne. Étienne ne la regarda même pas trop occupé à jouer le rôle du fils éploré. Anne les regarda entrer dans la bibliothèque. La porte se referma derrière eux. Dans sa tête, l'horloge se mit à battre plus fort quelques heures. Elle jeta un œil à sa mère. Émilie était dans la salle à manger, le dos tourné en train de polir l'argenterie en silence. C'était sa chance. Anne savait où se trouvait le bureau privé d'Étienne au même étage à quelques mètres de la chambre du maître. Elle descendit de son tabouret, le cœur battant une cadence folle. Ce n'était plus comme se cacher ou fouiller les ordures, elle s'apprêtait à pénétrer dans la pièce interdite. Dans sa tête, la voix de sa mère résonna. « Ne t'en mêle pas, ils nous détruiront. » Mais celle de son grand-oncle François était plus forte. « Tu vois la vérité, tu dois agir. » Elle marcha dans le couloir désert. L'infirmière était avec M. Thorne, sa mère en bas Étienne et Claire dans la bibliothèque. Arrivée devant le bureau, elle posa sa petite main sur la poignée de cuivre. La porte n'était pas verrouillée. Elle la poussa doucement. Un souffle d'air chaud sortit de la pièce. Elle entra, referma la porte en laissant un mince jour. L'endroit était sombre. Les rideaux tiraient l'air saturé d'odeurs de vieux cuir de livre et d'un reste de cigares doux. Un grand bureau trônait au centre des bibliothèques, garnissait les murs. Le cœur battant, Anne chercha des yeux. Où aurait-il caché la bouteille? Les gens sont paresseux, lui avait dit François, même les riches. Ils cachent les choses là où c'est commode près d'eux. Elle courut vers le bureau. Le premier tiroir verrouillé. Le second pareil. Le dernier s'ouvrit. Des dossiers, des contrats, rien d'utile. Elle balaya la pièce du regard. Dans un coin, un petit chariot en bois sombre portait quelques bouteilles de cognac et un seau à glace. Dessus, une boîte à cigares en bois verni. C'était le seul objet qui semblait important. Elle s'en approcha, posa les doigts sur le couvercle verrouillé. Bien sûr, un bruit dans le couloir des pas. Anne eut à peine le temps de réagir.
Elle se jeta derrière les lourds rideaux de velours. Elle colla son dos contre la vitre froide et retint son souffle. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Étienne entra. Il paraissait nerveux furieux. Il fit quelques allers-retours, puis saisit le téléphone sur son bureau. « Oui, passez-le-moi. » Silence. « Docteur Millet. » C'est Étienne Thorne. « Oui, je voulais vous remercier pour votre discrétion. » Anne sentit le sang se glacer dans ses veines. « Oui, tout progresse exactement comme convenu, » continua-t-il calmement. « Non, ma sœur ne soupçonne rien. Elle est trop émotive pour voir clair. C'est une forme de bonté en réalité. Prolonger cela serait cruel. » Les mains d'Anne couvrirent sa bouche. Le docteur l'aidait. « Oui, » ajouta Étienne, la voix froide. « La prime dont nous avons parlé sera sur votre compte demain matin. Merci pour votre professionnalisme. » Il raccrocha. Il resta un instant immobile, puis se dirigea vers le chariot à boissons. Anne, terrifiée, l'observait par l'interstice du rideau. Il sortit une petite clé d'argent de la poche de son gilet, la glissa dans la serrure de la boîte à cigares et souleva le couvercle. À l'intérieur rangé à côté des cigares sombres, se trouvait la petite bouteille brune, le vrai médicament. Étienne la prit, la contempla un instant, et un mince sourire glacial se dessina sur son visage, un sourire de victoire pure. Il reposa la bouteille, referma la boîte, verrouilla le tout, et remit la clé dans sa poche. Puis il sortit de la pièce et referma doucement la porte. Anne resta cachée derrière le rideau une longue minute, tremblant si fort que ses dents claquaient. Elle savait tout. Le docteur était payé. Le médicament était enfermé. La clé dans la poche d'Étienne. C'était impossible. Le champ de bataille avait changé, et elle venait encore de perdre. Elle s'effondra au sol derrière le rideau. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait échoué. Monsieur Thorne allait mourir, et l'homme qui le tuait allait tout obtenir. Elle resta là longtemps, jusqu'à ce qu'un bruit la fasse sursauter. Des pas légers hésitants. La porte du bureau s'entr'ouvrit. « Anne !» appela une voix chuchotée. Anne écarta un peu le rideau. C'était Claire, le visage pâle. « Anne, tu es ici. Je t'ai vue entrer. » Anne sortit de sa cachette, les joues mouillées de larmes. Claire se précipita vers elle. « Que fais-tu là? Tu ne peux pas être ici. Si Étienne te trouve... » « Il paie le docteur, » lâcha Anne d'un trait. Claire s'immobilisa. « Quoi? » « Il était ici au téléphone. Il a parlé d'une prime versée à Dr Millet. Il a dit que tout se passait comme prévu et que vous étiez trop émotive pour voir Claire. » Claire la regarda, les yeux écarquillés. Claire regarda la petite fille pour la première fois non plus comme la fille de la femme de chambre, ni comme un simple meuble. « Quoi que dis-tu? » murmura Claire, mais ses yeux trahissaient déjà la vérité qu'elle avait comprise. « Il est en train de le tuer, » dit Anne. « Le médicament. Il l'a échangé. Le vrai médicament, la bouteille brune. Elle est dans cette boîte. » Anne pointa du doigt la boîte à cigares verrouillée. Claire regarda la boîte, puis Anne, et soudain, tout lui apparut clairement. Elle pensa à la dégradation soudaine de la santé de son père, à la manière dont Étienne avait pris le contrôle total de la communication avec le docteur Millet, à la façon dont le médecin évitait son regard, au parfum sucré étrange qui émanait de la laine de son père qu'elle n'avait pas remarqué avant. Tout s'emboîta. Le déni se brisa. Claire inspira profondément. Sa douleur se transforma immédiatement en une rage blanche silencieuse. « Il est en train de tuer notre père. » Elle regarda Anne. « Tu es très, très courageuse. La clé est dans sa poche, » murmura Anne, la voix tremblante. « Nous ne pouvons pas l'obtenir, » dit Claire en serrant les poings. Elle était devenue une épine. Elle avait été douce et triste,
Mais elle restait la fille de son père. « Non, dit Claire. Nous ne pouvons pas. Mais je sais où est l'autre clé. » Claire Thorne regarda la petite Anne de 10 ans, l'enfant qui avait vu ce que elle, sa propre fille, avait refusé de voir. « Mon père, dit Claire d'une voix tendue. Il disait toujours une clé, ce n'est pas une clé. 2 clés, c'est une clé. » Elle pointa du doigt le bout du couloir dans la direction opposée à la bibliothèque. Il a un ensemble de clés pour tous ses meubles. C'est dans son bureau, dans sa chambre. Les yeux d'Anne s'écarquillèrent. Mais l'infirmière est là, et lui, Madame Boyer et l'infirmière. Ce n'est pas la famille, coupa Claire. Une autorité froide s'était installée dans sa voix. C'était celle qu'elle avait évitée pendant des années. C'était la voix de Guillaume Thorne. « Étienne est dans la bibliothèque, » dit Claire en réfléchissant rapidement. « Il est probablement en train de parler aux avocats. Il commence les démarches. Il pense avoir le temps. Il pense que Père a encore des heures. » Elle regarda Anne. « Nous n'avons pas des heures. Nous avons des minutes. » Claire attrapa la main d'Anne. Ce n'était plus un simple geste distrait. C'était un acte de partenariat. « Reste avec moi. Fais exactement ce que je dis et sois silencieuse. » Elles quittèrent le bureau en fermant doucement la porte derrière elles. Le couloir semblait un long tunnel silencieux. Chaque pas sur le tapis épais résonnait dans l'esprit d'Anne comme un battement de tambour. Elles marchaient vers le danger. Elles arrivèrent à la chambre principale. La porte était entr'ouverte. De l'intérieur, elles pouvaient entendre le bruit faible et régulier de l'appareil à oxygène. Claire poussa doucement la porte. La pièce était vaste et sombre. Les rideaux étaient tirés contre la lumière du matin. Le seul bruit venait de l'appareil à oxygène et du froissement des mouvements de Madame Boyer, l'infirmière qui rangeait le côté éloigné de la pièce. Et au centre, le grand lit. Monsieur Thorne était une silhouette pâle sous les draps. Madame Boyer tourna la tête surprise. « Oh, mademoiselle Thorne, vous êtes de retour. » « Madame Boyer, » dit Claire d'une voix calme mais fragile. « J'aimerais avoir un moment seul avec mon père, s'il vous plaît. » L'infirmière parut surprise. « Bien sûr, madame, mais le docteur Millette a dit... » « Je sais ce que le docteur a dit, » coupa Claire. « Il a dit que nous devions le rendre confortable. Je veux être seule avec lui. »« D'accord, » dit madame Boyer. Elle était une femme gentille, mais une employée. Elle ajusta son uniforme et se dirigea vers la porte. « Je serai dans le hall. Il ne souffre pas. La nouvelle dose du docteur Millette le garde très calme. »« Oui, » répondit Claire, les yeux fixés sur l'infirmière. « Je suis sûre que c'est le cas. » Madame Boyer hocha la tête, un peu déstabilisée par le ton de Claire, et sortit de la pièce, refermant presque la porte, ne laissant qu'une petite ouverture. Dès que le verrou claqua, Claire s'élança. Anne la suivit de près. Claire n'osait pas regarder son père. Pas encore. Elle ne pouvait pas. Si elle regardait son visage, elle savait qu'elle craquerait. Elle s'approcha du mur opposé où se trouvait un bureau en bois massif. C'était le bureau personnel de son père, celui qu'il avait avant la fortune. Claire s'assit dans le fauteuil. Ses mains glissèrent sur le bois. « Il me l'a montré quand j'étais petite, » murmura-t-elle. Elle appuya sur une pièce de bois sculptée à gauche. Clic. Un petit panneau caché s'ouvrit sous les tiroirs principaux. Il était à peine assez grand. À l'intérieur, sur un lit de velours décoloré, se trouvait un anneau en laiton lourd. Il contenait une douzaine de petites clés anciennes. Il les appelait ses clés maîtresses, murmura Claire. Elle chercha précipitamment ses mains tremblantes. Le chagrin et la colère la rendaient maladroite. « Je ne peux pas savoir laquelle. » Anne s'avança, sa petite main ferme, pointant une clé. « Celle-là, madame. Elle est plate comme la serrure de la boîte à cigares. »
Claire la regarda, puis regarda Anne. Elle hocha la tête, glissa la clé de l'anneau et se leva. Puis elle fit l'erreur de regarder son père. Son visage était cireux, sa respiration était si faible que les draps bougeaient à peine. Ce n'était pas l'homme qui lui avait appris à faire du vélo. Ce n'était pas l'homme qui lui avait crié dessus pour ses mauvaises fréquentations. C'était un cadavre. « Oh, papa !» murmura-t-elle. Une larme chaude roula sur sa joue. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Elle commença à trembler. Sa détermination s'effritait. « Madame !» La petite voix d'Anne perça le brouillard de son chagrin. « Madame, nous devons partir. Il va revenir. » Anne avait raison. La petite fille était celle qui restait forte. Claire essuya son visage avec le dos de sa main. Le fer de sa volonté était de retour. « Oui, tu as raison. » Elle serra la clé dans sa main. « Allons-y. » Elles marchèrent vers la porte. Claire jeta un coup d'œil par la fissure. Madame Boyer était au bout du couloir, discutant tranquillement avec une autre domestique. Leur dos était tourné. Claire chuchota alors « Maintenant ». Elles glissèrent hors de la pièce. Elles marchèrent rapidement, passant devant l'infirmière, puis devant le grand escalier. Elles étaient à mi-chemin du bureau d'Étienne, quand Anne tira soudainement Claire en arrière, la forçant à se cacher derrière une grande statue de marbre. « Quoi ?» siffla Claire. « Maman » souffla Anne. « Émilie, elle est au bout du couloir, juste devant le bureau d'Étienne. » Elle poussait l'aspirateur lourdement. Elle nettoyait le tapis. Elle bloquait la porte. Claire se mit à paniquer. On ne peut pas attendre. Elle va rester là 10 minutes. Étienne aura fini. Anne regarda sa mère. Elle vit la tension dans ses épaules. Elle fait juste son travail, dit Anne. Elle essaie de protéger sa fille en nettoyant le tapis juste devant la porte qu'on doit ouvrir. L'ironie de la situation la révulsa. « Je peux la déplacer, » dit Anne. « Quoi, elle va m'écouter? C'est ma mère. Mais elle nous verra. Elle saura. Elle ne nous verra pas. Reste ici. Attends-moi. » Avant que Claire ne puisse protester, Anne s'éclipsa. Elle ne courut pas. Elle marcha. Elle marcha droit dans le couloir, comme si elle retournait simplement à son tabouret. Émilie entendit les pas et se tourna. Le rugissement de l'aspirateur s'éteignit. « Anne !» La voix d'Émilie était tremblante de peur. « Que fais-tu? Je t'ai dit de rester sur le palier. »« J'ai mal au ventre, maman, » dit Anne en posant sa main sur son ventre. Elle essaya de paraître pâle. « Ça fait mal. Je crois que j'ai mangé trop vite. » Émilie changea instantanément d'expression, passant de la bosse frustrée à la mère inquiète. « Oh, ma chérie, » dit-elle en s'agenouillant. « Est-ce que ça va? Tu te sens malade? »« Je crois, » répondit Anne. « Je dois aller à la cuisine. Tu peux m'apporter de l'eau? »« bien sûr je peux. » Émilie se releva. Elle regarda l'aspirateur, puis sa fille. Elle savait qu'elle ne pouvait rien lui refuser. « Va t'asseoir, Anne, » dit Émilie. « Je reviens avec de l'eau et peut-être un biscuit. Tu peux marcher avec moi. »« Je me sens un peu faible, » murmura Anne. « C'est une parfaite fausse excuse. »« Oui, chérie. »« Bien sûr, » répondit Émilie en prenant la main d'Anne. Elle lança un dernier regard à la porte du bureau, agacée d'avoir été interrompue dans son travail, puis se dirigea avec Anne vers les escaliers qui menaient à la cuisine. Au moment où elles tournèrent le coin, Anne jeta un regard en arrière. Claire se tenait près de la statue, le visage incrédule. Anne lui fit un petit signe de tête, presque imperceptible. « Vas-y. » Claire n'hésita pas une seconde. Elle sortit précipitamment de derrière la statue et se précipita dans le couloir. Elle courut les derniers 6 mètres jusqu'au bureau. Elle saisit la poignée, ouvrit la porte et disparut à l'intérieur.
Anne marchait avec sa mère. « Tu as été si silencieuse aujourd'hui, Anne, » dit Émilie pendant qu'elle marchait. « Je m'inquiète pour toi. Cette maison, ce n'est pas un bon endroit pour une enfant. »« Ça va, maman. On sera bientôt à la maison. Il suffit de ne pas se faire remarquer, d'accord? Reste loin de ces gens. »« D'accord, » répondit Anne. Elle venait de mentir à sa mère de la manipuler. Un sentiment froid s'installa en elle. Elle faisait ce qu'Étienne faisait. Elle mentait, non, se dit-elle. La voix de son grand-oncle François résonna dans sa tête. Mentir pour sauver une vie n'est pas un péché, c'est un outil. Dès qu'elles furent sur les marches, Émilie dit « Attends ici, je serai plus rapide seule. » Dès qu'elle s'éloigna, Anne tourna les talons et remonta précipitamment les escaliers, retournant dans le couloir. Elle atteignit le bureau et s'y glissa discrètement. Claire était accroupie près du chariot à boissons. La boîte à cigares était posée sur le sol. « Ça a fonctionné », souffla Claire. La clé avait fonctionné. Le couvercle était ouvert. Et là il était. La petite bouteille brune, Heartgard. L'étiquette disait « Guillaume Thorne. Prenez un comprimé en cas de douleur thoracique. » Anne la regarda, puis observa l'endroit vide à côté des cigares, où la bouteille avait reposé. Quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Claire, voyant le visage d'Anne. « Attends, » murmura Anne. Elle s'agenouilla et scruta la boîte à cigares. Le velours semblait vide, mais Anne la fille, qui dessinait les ombres, remarqua les détails. Il y avait une légère indentation dans le velours, juste à côté de l'endroit où la bouteille brune avait été. C'était la taille d'une autre bouteille. « Il n'en avait pas qu'une, » murmura Anne. « Il y en a une autre, une bleue, celle que j'ai vue, celle qu'il a mise sur la table de chevet. » Claire sembla confuse. « Que veux-tu dire? » « La bouteille que j'ai vue, elle était bleue, celle que ma mère a jetée. Mais, et s'il en a d'autres? Et si celle-là était le poison? » Claire regarda la bouteille brune dans sa main. « C'est le médicament de papa. C'est ce qu'il est censé prendre. »« Oui, » dit Anne. « Mais et si on lui donnait juste celle-ci? Étienne le saura. Le docteur le saura. Ils diront que nous l'avons empoisonné. Ils diront que nous mentons. Il prendra simplement une autre bouteille bleue. » Claire se leva. La bouteille brune était lourde dans sa main. Elle comprenait. Ce n'était pas un simple échange. Ce n'était pas un sauvetage. C'était une guerre. Et Étienne avait un complice volontaire en docteur Millette. « Tu as raison, » dit Claire, la voix creuse. « Si nous lui donnons ça, Étienne dira que c'est moi qui suis instable. Il a dit à tout le monde que j'étais trop émotive pour voir la vérité. » Claire essuya son visage avec le dos de sa main. Le fer de sa volonté se réveillait. « Oui, tu as raison. » Elle serra la clé dans sa main. « Allons-y. » Elles marchèrent vers la porte. Claire jeta un coup d'œil par la fente. Madame Boyer était au bout du couloir en train de parler tranquillement avec une autre domestique. Elles étaient tournées leur dos tourné. Claire murmura alors « Maintenant ». Elles glissèrent hors de la pièce. Elles marchèrent vite, dépassant l'infirmière, puis l'escalier majestueux. Elles étaient à mi-chemin du bureau d'Étienne, quand Anne soudainement tira Claire en arrière, la poussant derrière une grande statue de marbre. « Quoi ?» siffla Claire. « Maman » souffla Anne. « Émilie, elle est au bout du couloir, juste devant le bureau d'Étienne. » Elle poussait l'aspirateur lourdement. Elle nettoyait le tapis. Elle bloquait la porte. Claire devint hystérique. On ne peut pas attendre. Elle va y être pendant 10 minutes. Étienne va finir. Anne regarda sa mère. Elle vit la tension dans ses épaules. « Elle fait juste son travail, » dit Anne.
Elle essaie de protéger sa fille en nettoyant le tapis devant la porte qu'on doit ouvrir. L'ironie de la situation était insupportable. « Je peux la déplacer, » dit Anne. « Quoi, elle m'écoutera? C'est ma mère. Mais elle nous verra. Elle saura. Elle ne nous verra pas. Reste ici. Attends-moi. » Avant que Claire ne puisse protester, Anne s'éclipsa. Elle ne courut pas. Elle marcha. Elle marcha droit dans le couloir, comme si elle retournait simplement à son tabouret. Émilie entendit les pas et se tourna. Le bruit de l'aspirateur se tut. « Anne !» La voix d'Émilie était empreinte de peur. « Que fais-tu? Je t'ai dit de rester sur le palier. »« J'ai mal au ventre, maman, » dit Anne en posant sa main sur son ventre. Elle essaya de paraître pâle. « Ça fait mal. Je crois que j'ai mangé trop vite. » Émilie changea instantanément d'expression, passant de la frustration à l'inquiétude. « Oh, chérie, » dit-elle en s'agenouillant. « Est-ce que ça va? Tu te sens malade? »« Je crois, » répondit Anne. « Je dois aller à la cuisine. Tu peux m'apporter de l'eau? »« bien sûr, je peux. » Émilie se releva. Elle regarda l'aspirateur, puis sa fille. Elle savait que sa fille remportait toujours la partie. « Va t'asseoir, Anne, » dit Émilie. « Je reviens avec de l'eau et peut-être un biscuit. Tu peux marcher avec moi. »« Je me sens un peu faible, » murmura Anne. « C'est une parfaite excuse innocente. »« Oui, chérie. »« Bien sûr, » répondit Émilie en prenant la main d'Anne. Elle lança un dernier regard à la porte du bureau, agacée d'avoir été interrompue, puis se dirigea avec Anne vers les escaliers menant à la cuisine. Au moment où elles tournèrent le coin, Anne jeta un regard en arrière. Claire se tenait là près de la statue, le visage marqué par l'incrédulité. Anne lui fit un léger signe de tête, presque imperceptible. « Vas-y. » Claire n'hésita pas. Elle surgit de derrière la statue et courut les derniers mètres jusqu'au bureau. Elle saisit la poignée, ouvrit la porte et disparut à l'intérieur. Anne marchait avec sa mère. « Tu as été si silencieuse aujourd'hui, Anne, » dit Émilie. « Je m'inquiète pour toi. Cette maison, ce n'est pas un bon endroit pour une enfant. »« Ça va, maman. Nous serons bientôt à la maison. Il suffit de ne pas nous faire remarquer, d'accord? Reste loin de ces gens. »« D'accord, » répondit Anne. Elle venait de mentir à sa mère de la manipuler. Un sentiment froid s'installa en elle. Elle faisait ce qu'Étienne faisait. Elle mentait. Non, se dit-elle. La voix de son grand-oncle François résonna dans sa tête. Mentir pour sauver une vie n'est pas un péché. C'est un outil. Dès qu'elles furent sur les marches, Émilie dit « Attends ici, je serai plus rapide seule. » Dès qu'elle s'éloigna, Anne tourna les talons et remonta précipitamment les escaliers, retournant dans le couloir. Elle atteignit le bureau et s'y glissa discrètement. Claire était accroupie près du chariot à boissons. La boîte à cigares était posée sur le sol. « Ça a fonctionné », souffla Claire. La clé avait fonctionné. Le couvercle était ouvert. Et là, elle était, la petite bouteille brune. Heartgard. L'étiquette disait « Guillaume Thorne. Prenez un comprimé en cas de douleur thoracique. » Anne la regarda, puis observa l'endroit vide à côté des cigares où la bouteille avait reposé. Quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Claire, voyant le visage d'Anne. « Attends, » murmura Anne. Elle s'agenouilla et scruta la boîte à cigares. Le velours semblait vide. Mais Anne, la fille qui dessinait les ombres, remarqua les détails. Il y avait une légère indentation dans le velours, juste à côté de l'endroit où la bouteille brune avait été. C'était la taille d'une autre bouteille. « Il n'en avait pas qu'une, » murmura Anne. « Il y en a une autre. Une bleue, celle que j'ai vue, celle qu'il a mise sur la table de chevet. » Claire sembla confuse.
Que veux-tu dire? La bouteille que j'ai vue, elle était bleue. Celle que ma mère achetait. Mais, et s'il en a d'autres? Et si celle-là était le poison? Claire regarda la bouteille brune dans sa main. C'est le médicament de papa. C'est ce qu'il est censé prendre. Oui, dit Anne. Mais et si on lui donnait juste celle-ci? Étienne le saura. Le docteur le saura. Ils diront que nous l'avons empoisonné. Ils diront que nous mentons. Il prendra simplement une autre bouteille bleue. Claire se leva. La bouteille brune était lourde dans sa main. Elle comprenait. Ce n'était pas un simple échange. Ce n'était pas un sauvetage. C'était une guerre. Et Étienne avait un complice volontaire en docteur Millet. « Tu as raison, » dit Claire la voix creuse. « Si nous lui donnons ça, Étienne dira que c'est moi qui suis instable. Il a dit à tout le monde que j'étais trop émotive pour voir la vérité. Il perdait son calme. C'est une enfant. Elle ment. Elle est probablement une voleuse. »« Suis-je » demanda Claire. Elle plongea la main dans l'autre poche. Elle en sortit la vieille clé maîtresse. Elle la posa sur le bureau, à côté de la bouteille brune. Étienne se figea. Il connaissait cette clé. « C'est la clé maîtresse de papa Étienne, » dit Claire doucement. « Celle pour tous ces meubles, y compris ta petite boîte à cigares. Celle que tu gardes enfermée dans ton bureau. » Le sang d'Étienne se figea. Il était maintenant pâle. Il était un spectre. Il était pris au piège. Monsieur Harel, l'avocat, observait le visage de Étienne. Il avait sa preuve. Ce n'était pas la bouteille. Ce n'était pas la clé. C'était la confession silencieuse et terrifiée de Étienne. « Monsieur Thorne, » dit l'avocat à Étienne, « peut-être devriez-vous expliquer. » Étienne se contenta de fixer la clé sans ouvrir la bouche. Il tenta d'ouvrir la bouche, mais aucun son n'en sortit. La porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. C'était Émilie. Elle était hors d'haleine. Elle avait couru depuis la cuisine. Son visage était pris de panique. « Anne !» cria-t-elle. « Oh, merci, mon Dieu. Anne, que fais-tu? »« Je suis désolée, monsieur, madame. Je lui ai dit d'attendre. Elle aperçut la scène, le frère en colère, la sœur froide, l'avocat silencieux et sa fille au centre de tout cela. Le monde d'Émilie s'effondra. Oh non, 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 non. Étienne aperçut sa chance d'évasion. Il montra Émilie du doigt. « Vous, votre fille, elle est une voleuse. Elle a été dans mon bureau privé. Elle a volé cette clé. Elle a volé cette bouteille. Elle ment. » Émilie regarda les objets sur le bureau. Elle regarda sa fille. Elle se souvint de la bouteille bleue de la nuit précédente. « Anne, » murmura Émilie, la voix brisée. « Qu'as-tu fait? »« Je t'avais dit de la laisser. Excuse-toi. Excuse-toi maintenant. Dis-leur que tu jouais. » Elle attrapa le bras d'Anne. « S'il vous plaît, monsieur, elle est juste une enfant. Elle ne comprend pas. Elle aime trouver des choses. Nous partirons. Je ferai les valises. Nous partirons. »« Non, maman, » dit Anne. Elle ne se recula pas. Elle se tint simplement fermement. « Anne, s'il te plaît, » supplia Émilie, les larmes coulant sur son visage. « Ils vont appeler la police. Ils vont te prendre. Ce n'est pas notre vie. On ne peut pas gagner. »« Il a raison, maman, » dit Anne, la voix calme. C'était la voix de son grand-oncle Franck. « Je suis bien allée dans son bureau. Je l'ai observé, » sanglota Émilie. « Pourquoi? »« Parce que je l'ai vu, » dit Anne, retournant ses yeux vers Étienne. « Je t'ai vu échanger les médicaments il y a 2 jours et je t'ai entendu au téléphone aujourd'hui, dans ton bureau. Tu parlais avec le docteur Millet. Tu as dit que c'était comme nous en avions discuté. Tu as dit que mademoiselle Claire était trop émotive pour voir clair. Tu as dit que son bonus serait sur son compte demain matin. » La pièce était complètement silencieuse.
Monsieur Harrel, l'avocat, s'assit lentement. Il avait entendu tout ce qu'il fallait. Étienne Thorne regarda la petite fille de 10 ans. Il ne la regardait pas comme une enfant. Il la regardait comme sa propre exécuteur. « Petite peste », murmura-t-il. « C'est fini, Étienne, » dit Claire. Elle a pris la bouteille brune. Monsieur Harrel est là. La domestique de ma mère est là. Et Anne est là. Nous avons le médicament. Nous avons la clé. Et nous avons la vérité. La vérité, dit Étienne, une énergie sauvage et désespérée envahissant ses yeux. Vous n'avez rien. Vous avez les mots d'une enfant de 10 ans. Vous avez une sœur folle et en deuil. J'ai Dr Millette. J'ai les faits. Mon père meurt naturellement. C'est une tragédie, mais c'est naturel. Alors, tu ne verras pas d'inconvénient, dit Claire. Si nous allons dans sa chambre, tous ensemble, maintenant, et que nous lui donnons son vrai médicament. Non, hurla Étienne. Le mot sortit de sa bouche comme un réflexe. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il ne peut pas être dérangé, balbutia Étienne. Dr Millet a dit que cela pourrait être un choc pour son système. Un choc de vivre, demanda Claire. Elle se dirigea vers la porte. Nous y allons, monsieur Harrel, je veux que vous soyez témoin. L'avocat se leva. Je pense que c'est une bonne idée. Non, restez ici, cria Étienne. Il se précipita vers la porte et la bloqua. Vous ne pouvez pas. Je suis l'exécutant de cette propriété. Je suis en charge de ses soins. Je l'interdis. Claire s'arrêta, son visage à quelques centimètres de celui de son frère. Laisse-moi passer, Étienne, ou je vais faire en sorte que tu sois expulsé. Par qui? Il ricana. Toi et les domestiques? Non, dit une nouvelle voix. Une voix profonde, rugueuse et incroyablement fatiguée. Elle venait du hall. Une silhouette se tenait là appuyée lourdement sur l'encadrement de la porte. Il portait un peignoir en soie, ses cheveux en bataille. Il était pâle, tremblant, mais il était debout. C'était Guillaume Thorne. La bibliothèque se figea dans un silence imposant. Étienne Thorne regarda la silhouette dans l'embrasure de la porte comme s'il voyait un fantôme. Son visage, qui était pâle de panique, était maintenant un masque d'incrédulité totale. « Papa !» murmura Claire. La petite bouteille de médicaments brune, la preuve qu'elle avait si férocement protégée, glissa de sa main. Elle roula discrètement sur le tapis persan précieux. Elle s'en fichait. Elle courut vers lui. « Papa, tu es debout. » Elle le rattrapa alors qu'il vacillait, sa force l'abandonnant. Elle le soutint. « Comment ?» Les yeux de Guillaume Thorne ne quittèrent jamais son fils. « J'ai entendu ta voix, Étienne, depuis ma chambre. La porte était ouverte. Je l'interdisais, tu as dit. Tu interdisais à ta sœur de sauver ma vie. » « Non, » protesta Étienne, sa voix brisée. « Ce n'est pas... Elle ne voulait pas te nuire avec ce médicament, dit Dr Millette. Dr Millette est un criminel payé, coupa Guillaume. Et toi, tu es un idiot. » Il regarda au-delà de ses enfants, au-delà de l'avocat. Ses yeux brouillés par la maladie restaient pourtant perçants, trouvant Anne. Elle se tenait là, petite et terrifiée, à moitié cachée derrière sa mère. « J'étais dans le brouillard, » dit Guillaume, sa voix calme, forçant tout le monde à tendre l'oreille. « Les pilules que tu m'as données, Étienne. Les bleus, la nouvelle dose. Elles étaient lourdes. J'étais tellement fatigué. Je lâchais prise. » Il soutint le regard d'Anne, puis il entendit une voix. C'était très petit, presque un murmure. Il regarda droit dans les yeux d'Anne, et une lueur de reconnaissance, de gratitude traversa son visage pâle. Elle murmura « Ce n'est pas ton médicament. » Émilie eut un haut-le-cœur. Sa main vola à sa bouche. Elle comprit enfin cette petite voix. Guillaume continua « C'était la vérité,
C'était une petite lumière dans l'obscurité, et je savais que je n'étais pas juste en train de mourir, j'étais en train d'être tué par mon propre fils. Il avait lutté contre le brouillard. Il avait prétendu dormir plus profondément qu'il ne l'était. Il avait entendu la dispute dans le hall. Il avait entendu Claire et Anne quitter le bureau. Il avait utilisé chaque parcelle de sa volonté légendaire pour se lever du lit et suivre le bruit. Il était arrivé juste à temps pour entendre le dernier acte de trahison de son fils. « Tu voulais l'argent ?» dit Guillaume Thorne. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste une froide finalité vide. « Tu le voulais tellement. Tu n'as même pas attendu. Tu n'as pas attendu l'homme qui t'a tout donné. C'était une décision d'affaires. » Étienne hurla soudainement, son masque se brisant. « Tu donnais tout ça à des œuvres de charité. Tu détruisais notre héritage. »« C'était mon héritage, » dit Guillaume. « C'était mon argent. » Il tourna la tête vers l'avocat qui regardait la scène avec une gravité professionnelle. « Monsieur Harel, » ordonna Guillaume, « vous êtes témoin de tout cela. Appelez la police. Je veux que mon fils soit arrêté et accusé de tentative de meurtre. Et je veux que la licence de Dr Millette, sa carrière et sa liberté soient en prise. Faites-le personnellement. »« Oui, monsieur Thorne, » répondit monsieur Harel sans regarder Étienne. Il sortit son téléphone et se dirigea vers l'autre côté de la bibliothèque. Étienne Thorne ne cria pas, il ne s'enfuit pas, il s'effondra simplement. Il tomba en arrière dans son grand fauteuil en cuir. Tout le pouvoir, l'arrogance, la froide confiance s'étaient envolés. Il n'était plus qu'un costume vide. Il cacha son visage entre ses mains. Claire pleurait la tête, posée sur l'épaule de son père. « Je suis tellement désolé, papa. J'étais là, je ne l'ai pas vu. »« Ça va, enfant, » murmura Guillaume, lui caressant les cheveux. « Tu l'as vu quand ça comptait. » Puis son regard se tourna vers l'autre mère et fille. « Émilie, » dit-il. Émilie sursauta terrorisée. « Monsieur, je suis tellement désolé. Je vais préparer nos affaires. Nous partirons. Tu resteras, » ordonna Guillaume, sa voix retrouvant une fraction de sa force. « Tu seras ma femme de ménage personnelle. Tu gérerais toute la maison. À partir de maintenant, tu ne répondras qu'à moi et à ma fille. Tu seras payée à ta juste valeur. » Émilie le regarda figé dans le silence. Enfin, Guillaume Thorne tourna son regard vers Anne, la fille de la domestique, l'enfant invisible. « Et toi ?» dit-il, sa voix s'adoucissant. « Quel est ton nom ?»« Anne, monsieur, » murmura-t-elle. « Anne, » acquiesça-t-il, comme s'il s'en souvenait. « Tu as des yeux pleins de courage. Tu ne regardes pas seulement le monde, tu le vois. Tu as sauvé ma vie. » Il jeta un regard aux papiers que M. Harel préparait. Les papiers qui auraient donné à Étienne tout ce qu'il voulait. Il voulait l'argent, dit Guillaume presque pour lui-même. Maintenant, il va apprendre ce que ça fait de n'en avoir plus. Il tourna son regard vers Claire. Nous allons changer le testament. Aujourd'hui, Étienne est rayé. Il ne recevra pas un centime. Il ne recevra même pas une chaise. Il devra apprendre ce que cela signifie de gagner sa vie. Émilie balbutia. « Tout cela vous revient, mademoiselle Claire. » Claire regarda son père, les yeux encore rouges. « Papa, je me fiche de l'argent. Je me soucie uniquement de toi. »« Je sais, » répondit Guillaume. « C'est pourquoi tu en es digne. » Il prit une grande inspiration. « Les affaires sont à toi, Claire. La maison est à toi, mais les 75 millions. » Il se tourna à nouveau vers Anne. « Les 75 millions iront dans une nouvelle fondation. Elle sera dédiée à l'éducation des enfants qui n'ont personne pour prendre leur défense. Des enfants qu'on enseigne à être invisibles. » Il sourit. Un véritable sourire chaleureux. « Nous l'appellerons la Fondation Anne. Et quand tu seras plus grande, Anne, tu auras une place permanente au conseil d'administration. » Pendant un moment, personne ne parla. Étienne sanglotait silencieusement dans ses mains, un homme brisé. Émilie pleurait, mais pour la première fois de sa vie, ses larmes n'étaient pas de la peur
ou de l'épuisement. C'étaient des larmes de soulagement. Claire tenait son père, une nouvelle lumière de force dans ses yeux. Et Hanan se tenait simplement là. Elle était venue dans le manoir, comme un fantôme, une petite graine de pissenlit dans le mauvais jardin. On lui avait dit de rester invisible, mais elle avait choisi de voir. Et c'est ainsi que se termine notre chapitre ce soir. J'espère que ce petit détour vous a donné un moment pour respirer, pour vous éloigner du quotidien. Je suis curieux de savoir d'où vous écoutez. Peut-être êtes-vous en train de vous détendre avec une boisson chaude sur un porche tranquille quelque part, ou de vous détendre après une longue journée. Dites-le moi dans les commentaires. Je les vérifie toujours. Si vous voulez continuer à voyager à travers d'autres histoires avec moi, un petit « j'aime » et un abonnement nous aide vraiment à continuer. Nous travaillons constamment à rendre chaque histoire meilleure que la précédente. Donc, vos retours sont toujours les bienvenus. Merci de partager un peu de votre temps avec moi. À la prochaine histoire.